ceux qui les conduisent, ceux contre qui la les manière dirigent, de contre la les faire. généraux, contre Ouais, la manière de la absolument. faire, contre cette offensive débile de Nivelles. Il faut rappeler, vous le rappelez d'ailleurs Stéphane Audin-Rousseau, ce ne sont pas les premières mutineries, les premiers refus d'obéissance de la guerre. Elles ont commencé très tôt, bien avant 17. Oui, il y a des refus d'obéissance au combat en présence de l'ennemi dès le début du conflit. Ils sont même très nombreux. Ce qu'amènent les mutineries de 17, c'est la dimension collective, hein. D'ailleurs, il faudrait mieux parler de refus collectif d'obéissance, ce serait plus exact, que de mutinerie. Le terme est très chargé d'affect, hein, et mieux vaudrait parler de refus collectif d'obéissance. Les plus importants, effectivement, commencent dès le premier événement, semble-t-il, s'est produit dès le 17 avril, donc dès le lendemain de l'offensive du 16. Le paroxysme des mutineries, ensuite, c'est entre la mi-mai et la première semaine de juin, mais il y a eu des refus collectifs d'obéissance sous des formes très différentes ailleurs, hein, dans d'autres armées, et en 17, et encore en 18. Qui se mutinait? On a entendu ce lieutenant qui est très connu, d'ailleurs c'était Pierre Renouvin, je crois qu'il a été blessé justement. Blessé à Berry-au-Bac, il perd son bras gauche à Berry-au-Bac en assistant à la destruction des chars français par l'artillerie allemande. Et qui montre bien justement que ce type qui était sous ses ordres, qui dit je monterai pas, je sortirai pas quand on aura d'attaquer, mon lieutenant, et qui finalement sort, donc qui veut être utile, et qui est, dit Renouvin, un des premiers aussi à se mutiner. Les mutineries qui avaient plus lieu d'ailleurs souvent à l'arrière du front, enfin disons un peu derrière, parce que ce sont des soldats qui refusaient quasiment de monter sur le front, où ils avaient le sentiment qu'au fond leur vie était sacrifiée. C'est encore le mot de la chanson. C'est ça qui est intéressant dans les mutineries, et de ce point de vue, le témoignage de Pierre Renouvin, du doyen Pierre Renouvin, est fascinant. C'est que toutes les mutineries sont un phénomène extrêmement complexe et ambigu. On ne trouve aucune unité qui se mutine en première ligne. Et aucune unité qui refuse de tenir les tranchées une fois qu'elles y sont. Les mutins se mutinent à l'arrière, et c'est dans la zone effectivement de l'offensive, mais à l'arrière, soit ils ne veulent pas monter ou remonter, hein, vers les positions de première ligne. C'est essentiellement cela, et il y a aussi des unités qui se sont mutinées alors qu'elles n'avaient pas participé à l'offensive, ce qui montre d'ailleurs la complexité des choses. Et là, on voit très bien l'ambiguïté des relations entre le soldat et l'officier. Il va voir l'officier pour le prévenir de sa désobéissance, l'officier ne prévoit aucune punition, et le soldat, mutiné en quelque sorte tout seul, finalement sort de la tranchée, se fait reconnaître comme soldat, au fond, comme bon soldat courageux, consentant par son officier sur place, mais il se mutine plus tard. On a là des allers-retours, des registres différents qui donnent à sa complexité et aussi son aspect fascinant au phénomène. Oui, un phénomène tout de même pour lequel il y a eu une issue qui a été fatale pour plus de 50 ou à peu près 50 justement de ces mutins qui vont être condamnés à mort par l'état-major, et un nouvel état-major, puisque c'est le général Pétain qui succède à Nivelles dès le 29 avril et qui va faire condamner à mort, exécuter en tout cas 50 de ces mutins. Au nom du peuple français, caporal Philippe Paris, deuxième classe Maurice Férol, deuxième classe Pierre Arnaud, 701e régiment, ayant été déclarés coupables de manque de combativité face à l'ennemi, devront être passés par les armes immédiatement, conformément au jugement rendu par le Conseil de guerre. Vous voulez un bandeau? Pardonnez-moi. C'était un autre extrait des Sentiers de la gloire. Vous me rappeliez, pendant qu'on entendait cet extrait de film, Stéphane Audin-Rousseau, que c'est pas Pétain lui-même, bien sûr, qui les faisait condamner, mais c'est sous son autorité, en tout cas. Évidemment. Mais ce sont les conseils de guerre donc, hein, qui condamnent les mutins. Et ce qu'il faut dire d'une part, c'est que les mutineries, en fait, l'apogée des mutineries est passé au moment où la répression s'abat sur les mutins. C'est un point important. Ce n'est pas la répression qui met fin aux mutineries. La répression accompagne en fait le retour au calme et à l'ordre, disons, de l'armée française. Deuxièmement, le fait que les conseils de guerre ont jugé de manière infiniment moins brutale qu'ils ne le faisaient en 1914 ou 1915, contrairement à ce que l'on pourrait penser, hein, et avec beaucoup plus au fond de garanties pour ceux qui ont été déférés devant ces juridictions. Au total, on compte un peu plus de 3400 jugements
jugements. Sur 3400 jugements, il y a eu 504 condamnations à mort. Et finalement une cinquantaine effectivement d'exécutions, ce qui est évidemment beaucoup trop. Ces 50 exécutions de trop, tout le monde en est bien d'accord, mais si on compare avec l'année 14 ou l'année 15, ou si l'on recontextualise ces exécutions dans un univers de brutalité, qui est celui de la Grande Guerre, eh bien, on s'aperçoit que Pétain, précisément, a orienté la répression, dans la mesure où il pouvait l'orienter, dans un sens infiniment moins brutal qu'on le pense généralement. Et avec une obsession, c'est que nous sommes en 1917, la révolution a eu lieu en Russie, beaucoup de soldats russes sur le front Est se sont mutinés, ça a entraîné une première révolution russe avant celle d'octobre et celle des bolcheviks, et on est obsédé, on est même persuadé que les mutins en France en 1917, eh bien, le font justement parce qu'ils veulent aussi la révolution en France, qu'il y a un lien entre ce qui se passe sur le front russe et ce qui se passe sur le front français. Stéphane Audin-Rousseau, est-ce que c'est une réalité ou un fantasme? Non, c'est un fantasme. Ce dont on est maintenant, je crois, tout à fait certain, c'est qu'il n'y a pas réellement d'influence donc pacifiste donc depuis la révolution russe. Et après tout, les grands refus collectifs d'obéissance en Russie viennent plutôt plus tard, à partir de l'été et surtout de l'automne 17, donc après la fin de la grande crise des mutineries françaises. Le commandement français, cela dit, était persuadé la plupart du temps, mais pas Pétain justement, où Pétain était le moins persuadé de cela, mais la plupart des chefs militaires étaient persuadés que l'influence des socialistes, des défaitistes à l'intérieur du pays avait joué ou jouait un rôle majeur dans la mutinerie des soldats français. Il y avait des journaux pacifistes qui circulaient, bien entendu. L'Humanité qui était socialiste à l'époque. Il y avait aussi le Bonnet Rouge qui lui était financé par les Allemands. On pouvait se craindre aussi que les Allemands encouragent les mutineries sur le front Absolument. français. Le soupçon était évidemment que ces mutineries étaient encouragées par les Allemands. En réalité, ces mutineries sont un phénomène spontané, très peu idéologisé, même si les soldats réclament la paix, ils chantent l'international, mais beaucoup plus comme un acte de révolte que comme une prise de position idéologique fermement articulée contre la guerre. Et qui s'arrête en 1917, non pas seulement en raison de la fermeté dont l'état-major et Pétain font preuve, mais aussi à cause des mesures que prend Pétain pour améliorer le quotidien des soldats. Stéphane Audouin-Rousseau. Oui, il y a ça, c'était plus important encore. Il y a toute une série. Pétain comprend, donc il est le seul à avoir réellement compris les mutineries. Donc une répression indiscutable mais relativement limitée. Amélioration du sort des soldats, permission, trains coopératives régimentaires, alimentation, etc. Des mesures au fond, de reconnaissance des soldats également, fourragères pour les régiments s'étant distingués. Tout ça est très important dans la guerre. Refuse les offensives. Et surtout, bien sûr, Pétain comprend que les mutineries, au fond, sont une renégociation du contrat entre les soldats, entre l'armée et son commandement, et que désormais le contrat passe par le refus, et Pétain le fait savoir, le refus d'une certaine forme d'offensive, en attendant effectivement le basculement du rapport de force avec l'arrivée des Américains. J'attends les tanks et les Américains, dit-il effectivement. Les mutineries s'arrêtent, mais en revanche, elles vont rester dans la mémoire des Français et entretenir des polémiques jusque pendant des années. France Inter, Christophe Fondelat, le 5 novembre 1998. Bonsoir. Polémique sur fond de bataille de la Première Guerre mondiale. Jacques Chirac juge inopportune ce soir les déclarations de Lionel Jospin réhabilitant les mutinés du chemin des Dames. France Inter. Ces soldats, épuisés par des attaques condamnées à l'avance, glissant dans une boue trempée de sang, plongés dans un désespoir sans fond, refusèrent d'être sacrifiés. Que ces soldats, fusillés pour l'exemple, au nom d'une discipline dont la rigueur n'avait d'égal que la dureté des combats, réintègrent aujourd'hui pleinement notre mémoire collective nationale. C'était Lionel Jospin en 98. Bon, je ne sais pas s'ils ont été réhabilités, ces soldats, mais c'est curieux que cette polémique ait pu continuer, qu'on parle encore de cette affaire des mutineries, qu'elle soit même un tabou. Le film dont on a entendu 2 extraits, Les Sentiers de la Gloire, a été interdit jusqu'en 1975 en France. Oui, en fait, c'est un tabou essentiellement parce qu'on n'en a pas parlé.
Donc un silence s'est créé autour des mutineries. Il n'était pas question, évidemment, pendant la guerre, de révéler que l'armée française avait connu une vague de mutineries. D'ailleurs, l'armée allemande n'a pas connu cette vague des mutineries, n'a pas pu en profiter sur le plan tactique ou stratégique. Et donc, dans ce silence, a pu se développer énormément de rumeurs de décimation, de rumeurs de massacre des mutins, etc. La réalité est tout autre. Et toute une série de confusions à ce sujet. La rumeur qui veut, et c'est le thème d'ailleurs du film de Kubrick, que des officiers fassent tirer dans le dos de leurs soldats pour qu'ils ne reculent pas, est-ce que c'était une rumeur ou une réalité? C'est une rumeur, mais basée sur un propos qui a été d'un général, mais pas en 17, mais donc dans les offensives du début de la guerre, qui effectivement a menacé à un moment de faire tirer l'artillerie sur des soldats qui reculaient devant le tir ennemi, mais cet ordre en fait n'a pas été donné. Compte tenu du fait qu'il arrivait très souvent que l'artillerie tire par accident sur les soldats qui attaquaient, eh bien, cette rumeur que, au fond, d'une artillerie sciemment dirigée contre les soldats, cette rumeur a pu très aisément, dans certaines circonstances, se répandre, s'ancrer, se cristalliser dans, au fond, le primat pacifiste de la lecture de la Grande Guerre qui s'installe dans l'entre-deux-guerres, et surtout dans les années 30, eh bien, les mutineries sont devenues, en fait, cet énorme sujet, qu'elles n'ont jamais cessé d'être jusqu'à nos jours. Au point qu'on oublie la bataille qui en est à l'origine et qui, elle, s'il y a eu 50 mutins de fusillés, a fait combien de morts une quarantaine de mille. 40 000 total, morts, les dont la plupart en quelques jours. Et c'est ainsi qu'il faut donc toujours recontextualiser la répression militaire de la Grande Guerre en fonction des pertes gigantesques de cette époque. N'oublions pas que pendant la Grande Guerre, la France perd 900 hommes par jour. 900 hommes sont tués par jour de 14 à 18. Et il faut toujours avoir ce chiffre en tête pour comprendre. Cette guerre dont vous parlez à plusieurs reprises dans plusieurs livres. Je cite par exemple Stéphane Audouin Rousseau, l'encyclopédie de la Grande Guerre que vous avez dirigée avec Jean-Jacques Becker aux éditions Bayard et en collaboration avec Annette Becker, La Grande Guerre 14-18 aux éditions Découverte Gallimard. À lire également Sur les mutineries, l'excellent livre de Guy Pedroncini, Les mutineries de 17 aux presses universitaires de France. Vous avez pu entendre deux extraits du film Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick, édité en DVD chez MGM. Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 3230, 34 centimes la minute ou consulter notre site sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Sandrine Laurent, Philippe Duclos, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Franck Olivard et Mathieu Ménossi, à notre réalisateur Bertrand Chomteau.